On va évoquer ce soir trois sujets avec notre invité. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso, où le général Gilbert Diendéré nie être le cerveau du putsch manqué de 2015. On évoquera également la République démocratique du Congo dans la perspective de la présidentielle, pas d'observateur de l'Union européenne. Et puis, nous parlerons de l'Afrique et de la France vers la restitution des œuvres d'art africains. On évoque le sujet avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyori. On commence avec le Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a déclaré mardi ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015 au deuxième jour de sa comparution au procès de putschistes présumés à Ouagadougou. Je ne sais pas et je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État, a déclaré le général Gilbert Diendéré. Alors, Maître Sosa, quand on écoute Gilbert Diendéré, un militaire de sa carrure, général de son État, faire une pareille déclaration, est-ce que cet homme est en train de prendre les Burkinabés pour des idiots? Écoutez, d'abord, effectivement, la déclaration est surprenante et le système de défense un peu déroutant parce que on s'attendait plutôt à voir un Gilbert Diendéré assumer, comme il l'avait déclaré le faire, la situation et le coup. Et puis finalement, on voit qu'il y a une sorte de pantalonnade, parce que là, il est en train de se rebiffer complètement et il refuse de supporter la charge. Le problème ici, je crois que c'est une stratégie de défense, parce que on sait déjà qui sont les participants. Et pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a quand même près de 80 personnes qui sont impliquées, qui ont déjà été entendues, on sait que les responsabilités peuvent se situer de part et d'autre par rapport à des actes qui ont été commis et qui supportent la qualification pénale. Mais il faut maintenant trouver le commanditaire. Et tout le monde s'attendait à ce que celui qui avait annoncé au monde entier qu'il assumait la situation refuse finalement d'en subir les conséquences. Parce que là, il s'agit de subir les conséquences d'une déclaration politique à l'époque. Au moment où il déclarait assumer, bon, pour lui, la messe était dite. Le pouvoir avait changé de main, et lui et les commandos de ce comité de défense de la démocratie qu'ils avaient formé, le CPD, avaient le pouvoir. Bon, finalement, on se rend compte que aujourd'hui, les choses sont un peu moins claires. Et au niveau de la responsabilité qui devrait être la sienne, on est devant des arrière-pensées ou trop claires ou trop floues. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est sa stratégie de défense, c'est de dire, finalement, je ne suis responsable de rien, j'ai plutôt contribué à ce que la situation ne s'aggrave pas davantage, c'est ça? Oui, alors maintenant la question, qu'est-ce qui aurait pu être... enfin, en quoi ça aurait dégénéré? Vous avez fait un coup d'État, bon, il y a des forces loyalistes qui sont en face, il est intervenu en tant que médiateur entre les forces loyalistes et les autres, en assumant le coup? Non, ça ne fait pas très sérieux. Seulement, bon, il veut minimiser sa responsabilité parce que bon, les risques sont quand même assez lourds au niveau de la condamnation. Donc, dire que c'est lui qui l'a commandité, exécuté, planifié, c'est assumer une responsabilité qui, à mon avis, s'est avérée trop lourde pour ses épaules. Parce que, bon, la chose ne s'est pas faite tout seul. Des épaules de général, tout de même. Oui, mais bon, on a beau être général, parfois, bon, on chausse des bottes qui sont trop grandes pour soi. Hein. Ça arrive aussi dans l'armée. Vous voyez, il y a des demi-courage. Et là, le général Diendéré enfonce même deux personnes. Il dit, deux personnes m'ont appelé le 16 septembre pour me dire qu'ils ont procédé à l'arrestation des autorités de la transition. Ces deux personnes sont l'adjudant-chef Moussa Nébié et l'adjudant Florent Nion. Alors ce sont des gens qui lui sont subalternes, n'est-ce pas? S'ils commettent un acte qui, selon lui, est contraire à la loi, qu'est-ce qu'il fait? Je vous interdis, je vous mets aux arrêts. Vous ne pouvez pas procéder, vous ne pouvez pas faire cela. D'accord? Le premier réflexe, c'est de dire, écoutez, moi, j'accours chez le Premier ministre pour lui certifier la loyauté de toutes les unités que je dirige en tant que chef d'état-major, et le coup d'État, il est tué dans l'œuf. C'est pas ce qu'il fait. Il assume le coup d'État.
Après, il vient dire, non, j'étais intervenu pour éviter que le pire ne se produise. Et quel pire pouvait se produire après cela? Quand vous arrêtez les autorités gouvernementales, quasiment, il y avait un conseil des ministres. Le président par intérim était là. Ils étaient tous arrêtés. On vous dit, des éléments subalternes vous disent, voilà ce que nous avons fait. Attendez, non. Le code martial vous donne justement le devoir et le pouvoir de dire non, vous ne pouvez pas le faire. Je vous donne l'ordre d'arrêter cela. Il pouvait le faire. Il les a finalement cautionnés. Alors en les cautionnant, il y a des responsabilités à prendre. Alors, et ces responsabilités-là ont des conséquences pénales. Alors, quand il est sur cette ligne de défense, à quoi s'attend-il? Que l'on dise, bon, Gilbert Diendéré, au fait, n'a pas grand-chose à avoir avec cela, c'est ça? Écoutez, personnellement, je serais grand clair à vous dire, bon, je sais à quoi il s'attend. Je m'attendais tellement pas à cela de sa part que je suis complètement éberlué par sa déclaration. Maintenant, on va voir comment ça va se produire, quel effet ça va faire pour sa défense. Mais à mon avis, c'est un moyen de défense qui me paraît assez frêle. Est-ce qu'on peut aussi mettre peut-être ce moyen de défense sur le compte de ses relations tendues avec l'ancien Premier ministre de la Transition, qui par ailleurs était numéro 2 du RSP? Il n'est plus là, Isaac Zida. Parce que Gilbert Diendéré dit que j'ai vu sur Internet la nouvelle de la dissolution du RSP. Cela m'a intrigué, inquiété. J'ai eu peur de la réaction du corps. Mais il a eu peur de la réaction du corps. Et est-ce qu'il s'est rapproché du corps pour lui demander justement de se calmer parce que bon, il n'y avait pas péril en la demeure. Le corps est dissous, mais ils sont toujours membres de l'armée. Ils n'ont pas été radiés. Le corps est dissous. C'est une unité qui a été démantelée parce que elle avait des fonctions qui étaient troubles. Et il fallait la canaliser et lui donner d'autres assignations. C'était ça le projet. Donc, ça ne devrait pas normalement donner lieu à une insurrection, parce que ce coup d'État s'analyse davantage comme une insurrection du RSP, dont il est toujours le patron au moment des faits. Bon, si Isaac Zida est le numéro 2, il en est l'incontestable numéro 1. Bon, si la troupe risque à un moment donné de faire sédition, il pouvait, en tant que patron de la troupe, l'appeler à la raison. C'est pas ce qu'il a fait. Alors, mes enfants se rebellent et je viens d'abord les couvrir dans la rébellion et je viens dire je ne suis pas responsable. Il y a quand même... Mais là, il semble donner aussi une nouvelle tâche à la Cour, c'est-à-dire aller chercher les commanditaires ailleurs. Bon, oui, mais la Cour a les moyens de se convaincre. C'est tout. Si elle n'est pas convaincue par sa défense, elle pourra dire, parce qu'il y a quand même des déclarations beaucoup plus accablantes par le passé, faites par d'autres officiers qui ont dit qu'on leur a dit, que le général a dit d'aller procéder à l'arrestation, même si c'est un ordre indirect. Je ne connais pas de militaire digne de ce nom qui vient exécuter un ordre reçu par un supérieur, qui lui-même se prévaut d'un ordre reçu à un niveau encore plus élevé, agir comme ça spontanément en mentant sur le compte de sa hiérarchie. Ça non plus ne s'est pas produit. Parce que ceux qui ont été, les soldats, les officiers ou sous-officiers qui ont été interrogés avant, ont quand même raconté par le menu comment les choses se sont passées et on dit à quoi on leur a demandé de procéder, quelles étaient leurs assignations respectives et d'où venaient les ordres. Et quand on vient dire après, j'assume, quand on assume, on assume. C'est ce à quoi on s'attendait plutôt. Mais bon, apparemment, il se débine en assumant. De toute façon, le général Gilbert Diendéré est fait comme un rat. Il faut le croire.
il faut le croire, depuis le début de cette affaire. Mais on l'avait baptisé le coup d'État le plus bête du monde. Et effectivement, on se rend compte de plus en plus que ce coup d'État était très bête. Parce que finalement, on ne sait même pas qui l'a commandité. On est là dans l'apogée de la bêtise. Dans le genre coup d'État, écoutez, je crois que celui-là, il est à inscrire au titre des gags, quoi. Malheureusement, il y a eu 14 morts. Oui. Voilà. Il faut attendre peut-être la vérité de l'autre général. Bassolé? Oui. Écoutez, on peut s'attendre à tout. Et peut-être à un acte de bravoure de la part de Bassolé. Second sujet, c'est l'élection présidentielle, surtout en République démocratique du Congo. Les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à superviser les élections cruciales prévues en RDC le 23 décembre, à la différence de leurs collègues de l'Union africaine. Il n'y aura pas d'invitation pour les observateurs de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter pour les élections du 23 décembre. C'est un responsable de la Commission électorale nationale indépendante qui a fait cette déclaration. On coupe là, Maître Sosa, comment dire, un pain béni pour ces messieurs de l'observation. Oui, ceux qui font le tourisme électoral habituel. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, vous voyez. Il y a des élections partout dans le monde. Il n'y a qu'en Afrique où il y a des observateurs de l'Union européenne, de l'Union, je sais pas, de la Fondation ci ou ça, etc. Mais il faudrait aussi qu'on arrive à se couper de tout ça, en organisant de véritables élections crédibles, transparentes. Et comme ça, on n'aura plus besoin de gens qui viendront nous dire « c'était très bien, on a constaté de ci, de là, quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à entacher. » On a tellement lu ça que maintenant, on se demande à quoi servent les observateurs. Quelle que soit leur obédience, quelles que soient les tutélatures qu'ils ont, c'est la même chose à chaque fois. Donc, finalement, ça ne sert à rien. Et il est bon que de temps en temps, dans un élan de souveraineté, certains pays disent « non, on n'en veut pas, merci ». Parce que nous savons déjà ce que les observateurs observent. Et nous savons déjà ce qu'ils vont dire comme déclaration à la fin du scrutin. Ils constatent des irrégularités, mais quel que soit leur nombre et leur ampleur, ils ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin. Comment ? On a besoin à chaque fois de dépenser des milliards de nos francs pour nous entendre dire ça? Non. Je pense que là, pour le coup, je ne suis pas spécialement grand fan de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, ni de comment les choses se passent. Non, j'ai pas dit ça. Mais de ce point de vue-là, je suis enclin à épouser, pour une fois, la position de la CENI zaïroise, enfin congolaise, qui dit non, on n'en veut pas. Ils ont le droit. Attendez, il se passe des élections aux États-Unis. Parfois aussi, il y a un contentieux électoral lourd, des irrégularités nombreuses. À l'heure actuelle, on a fait les élections de mi-terme il y a 3 semaines, il y a encore devant les tribunaux des contentieux. Est-ce que vous avez vu un observateur africain? On aurait le droit d'y aller. On a des leçons à prendre, n'est-ce pas? On pourrait y aller, ne serait-ce que pour observer et apprendre des choses nouvelles. Et prendre des leçons sur ce qui se passe de mieux, puisque nous sommes devant les démocraties les plus attestées. On va apprendre, mais on n'y va pas. Non, au nom de quoi il faut toujours que nos systèmes démocratiques et nos institutions soient sous tutelle de l'Union européenne? Voyons. D'accord, ok, on l'a vu, il y a eu des scrutins organisés en RDC payés par l'Union européenne. Bon, Dieu merci, ce n'est plus le cas. Monsieur Kabila avait dit, dans un grand élan de souveraineté que j'approuve, non, cette fois-ci, nous payons sur nos propres fonds et sur nos deniers propres. Chapeau. Alors, puisqu'ils l'ont fait, ils assument la totalité de la souveraineté de ce scrutin. Quels que soient par ailleurs les griefs qu'on peut faire sur beaucoup de choses, la population, la société civile, les opposants politiques, contexte le mode de scrutin et aussi l'utilisation de la machine à voter. Bon, ils ont de bonnes raisons d'avoir des préventions contre l'utilisation de cette machine parce qu'elle peut être
une machine à fraude. Bon. Ça, je le comprends. Alors pour ça, on a besoin des observateurs de l'Union européenne? Mais on sait aussi que sur le continent, et pour la plupart des opposants, une élection crédible, c'est celle que l'Union européenne, les États-Unis, un certain nombre d'organisations internationales ont avalisé. D'accord. Il faut que nous apprenions à nous affranchir de ce genre de complexe. Nous sommes capables de faire des élections de bonne tenue, comme ça se fait, écoutez, dans beaucoup de pays, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, on a fait des élections très propres qui n'ont pas été du tout supervisées par des tutelles internationales. Ça se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. Au Kenya, malgré la violence qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu des élections. Une cour suprême au Kenya a annulé les élections sans avoir besoin d'un rapport de l'Union européenne. Pardon. Attendez, il faut que nous apprenions à coopérer d'égal à égal avec ces institutions, avec ces États et ces groupements d'États. Mais en amont, faudra-t-il peut-être que les acteurs politiques apprennent à se faire respecter, à se faire confiance, à se peut-être non, eux-mêmes, non, à se faire respecter à leur processus électoral. Oui, mais apprennent à se faire respecter, parce que vous voyez, quand la confiance n'est nulle part, déjà, vous voyez, bon, tout le système est d'une hypocrisie effarante. C'est-à-dire qu'avant, dans tous les pays du monde normalement constitués, où la démocratie est exercée dans une certaine norme, le ministre de l'Intérieur organise les élections. Point final. D'accord? Et les élections sont transparentes, ouvertes et tout à fait régulièrement tenues. Bon. Dans nos pays, il faut qu'il y ait des commissions indépendantes. Mais tout le monde sait qu'elles ne sont indépendantes que de nom. De pure forme, elles sont indépendantes de pure forme. Dans leur mode de nomination, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de financement, elles sont dépendantes. Alors, de quoi on parle? Vous avez beau autoproclamer que vous êtes indépendant, si vous êtes tenu par un système, vous n'êtes pas crédible. Et c'est de là que vient tout cela. Mais dans le cas de la RDC, on sait que les autorités actuelles ont eu maille à partir avec ces organisations, l'Union européenne qui a même prononcé des sanctions. Est-ce que la RDC est là en train de faire une rodomontade? Non, mais je ne prends pas ça pour une rodomontade. Écoutez, si nous sommes dans un processus électoral où certains candidats sont sous sanction de l'Union européenne, pourquoi l'Union européenne viendrait superviser des élections dans laquelle ils sont candidats? Ça voudra dire qu'il y aurait un parti pris. Oui. Ça voudra dire qu'on n'est pas là dans un jeu d'impartialité. Et c'est la raison pour laquelle j'approuve. Pour une fois, hein, je suis rarement d'accord avec ce genre de système, avec le système politique en RDC. Mais bon, là, pour le coup, ils ont raison. Objectivement, oui, ils ont raison. Troisième sujet, c'est la restitution de l'œuvre de l'art africain. Le débat sur la restitution des objets d'art africains et leur pays d'origine a déclenché de vives passions en France, mais en Afrique de l'Ouest, conservateurs ou historiens préfèrent parler de collaboration et préparent leur retour sur le long terme. Le président français a annoncé vendredi soir qu'elle allait restituer, la présidence française, qu'elle allait restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin, prises de guerre de l'armée française de 1892, après la remise d'un rapport qui propose une évolution de la législation sur le sujet des œuvres d'art pillées ou mal acquises avant la colonisation. Comment vous avez accueilli cette annonce-là, Maître Sossard? Écoutez, elle est bienvenue, parce qu'elle était une promesse faite par M. Macron dans un certain discours il y a un an à Ouagadougou. Et aujourd'hui, il y a une commission qui a été nommée, dirigée par des intellectuels, l'un africain, l'autre français, qui ont examiné la situation et produit un rapport qui a conclu à la restitution. Parce qu'il n'y a aucune légitimité au maintien du statu quo.
Ce statu quo n'est pas défendable. Je viens chez vous, il me plaît de ramasser des choses qui vous appartiennent et je fais des lois pour dire que c'est imprescriptible. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon de solder le contentieux colonial et tous les relents qu'il comporte. Parce que, vous savez, ceux qui disent que il y aurait des risques de péril pour ces objets qu'on va restituer parce que nos pays seraient mal outillés pour les conserver. À eux, je crois qu'il faut faire aussi une objection. Parfois, certains objets avaient plus d'un siècle d'existence là où on est venu les prendre. Donc, si on a pu les conserver dans l'état où on les a trouvés au moment du pillage et de la spoliation, on est encore capable de les conserver maintenant que nous avons des moyens plus modernes de conservation. Alors, si, avec l'archaïsme de nos ancêtres, on a su les tenir, on saura faire pareil aujourd'hui parce que maintenant, nous en connaissons le prix et la valeur et l'estime que nous commande justement la mémoire que ces objets-là représentent. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question autour de laquelle on fait assez de bruit pour rien? Parce que quand vous prenez peut-être nos musées ici en Afrique, combien les visitent, combien connaissent la valeur des objets qu'il y a dans ces musées-là? D'autres les ont pris et ont réussi à les valoriser aussi. Bien. Alors, s'il faut, pour moi, en tant qu'Africain, pour me cultiver sur ce qui constitue le fond culturel, et qui peut me permettre, justement, de témoigner de ce qui est notre noumen en tant qu'Africain. S'il faut que pour ça, je demande un visa pour aller en France, en Belgique, en Angleterre, j'ai un problème, quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je veux faire du tourisme culturel pour, justement, m'imprégner de ce qu'est la culture africaine et savoir, justement, quels sont les éléments illustratifs de cette culture. Si pour ça, il faut que j'aille encore chez les autres, ça pose un petit problème. Je crois que, ne serait-ce que dans une approche purement symbolique, la restitution, elle s'impose. Et en plus, après, il nous faut nous-mêmes trouver les modalités de divulgation du savoir à partir de ces objets. Parce que les objets parlent. Ces objets, justement, parfois, on n'a pas besoin d'écrire des livres. Les observer et comprendre à quoi ils servent, quel est leur rôle culturel, spirituel. Parfois, ils ont une charge spirituelle. Parfois, ce sont des totems. Et comprendre ce que c'est dans le contexte où ils ont été, justement, créés, ça peut donner encore davantage d'ensemencement. Mais il y a aussi une question qui se pose aujourd'hui par rapport à ces objets. De qui est-ce finalement aujourd'hui l'histoire? Est-ce que c'est des objets de l'histoire africaine ou c'est des objets de l'histoire française, par exemple, si on prend... Mais de l'histoire française, c'est l'histoire coloniale. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'était l'Empire français. Oui. Bon, donc aujourd'hui, cet empire a disparu. Il y a des États et il y a des cultures, des sociétés, des ethnies, des tribus à qui cela appartient. Il faut la leur restituer. Et puis, tout le monde se portera bien. Je pense que là-dessus, le débat, à mon avis, il n'est plus à faire sur l'opportunité de la restitution, il est à faire sur les modalités de la restitution. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'orienter. Est-ce qu'on ne va pas aussi dépouiller les musées européens? Non. Les musées européens, il y en a de toutes sortes, avec des centres d'intérêt très variés. Et il y aura toujours des musées en Europe qui vont présenter des objets représentant la culture africaine. Ben, on peut avoir un échange. C'est pour ça que je parle de modalité. Un prêt à un musée français, belge, anglais, par le ministère de la Culture du Bénin, du Mali ou du Sénégal, de 120 masques, ben, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Donc, on peut organiser des expositions par intermittence, mais cette dépossession permanente et définitive,
elle n'est plus défendable. C'est ça le vrai problème qui se pose. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. On marque la pause et après le journal, on passe à Regard croisé.